Chapitre 9. Le docteur Fergusson, sexagénaire d'origine écossaise aux manières franches et brusques, fixa son visiteur un regard dépourvu de bienveillance et dissimulé en partie par d'épais sourcils broussailleux. « De quoi s'agit-il ? Asseyez-vous en prenant garde à ce fauteuil dont les roulettes ne tiennent presque plus. » « Peut-être devrais-je vous expliquer... » commença Poirot. « Inutile. Dans notre petite ville, tout se sait. La romancière vous a prié de venir en tant que plus grand policier de tous les temps pour réduire à quia notre police locale. C'est bien cela, n'est-ce pas ? » Oui et non. Je suis venu rendre visite à un de mes vieux amis, l'ancien superintendant Spencer qui habite ici avec sa sœur. Un bon policier, ce Spencer. Beaucoup de cran et l'honnêteté qui distinguaient la vieille école. Un incorruptible, pas du tout partisan de la violence. Un garçon loin d'être bête. Vous l'évaluez à sa juste valeur. Eh bien, que pensez-vous tous deux de cette affaire ? L'inspecteur Raglan et lui, Spencer, m'ont témoigné une grande amabilité. J'espère que, comme eux, vous me prêterez assistance, docteur. Je n'ai pas à être aimable. Je ne sais rien qu'ils ne connaissent déjà. Une fillette meurt asphyxiée parce qu'au cours d'une soirée, on lui a maintenu la tête dans un seau rempli d'eau et de pommes. Sale histoire, monsieur. Tout ça parce que des fous sont laissés en liberté. Je dois dire qu'habituellement, ils ne choisissent pas une soirée pour satisfaire leur instinct sanguinaire. Beaucoup trop risqué. Mais les malades mentaux doivent eux aussi éprouver parfois le goût de l'aventure. Nourrissez-vous quelques soupçons sur l'identité de celui que nous recherchons ? Croyez-vous que ce soit là une question à laquelle je puisse vous répondre comme ça ? Il me faudrait des preuves, non ? Vous pourriez vous risquer à une hypothèse. N'importe qui peut ébaucher des hypothèses. Si je rends visite à un malade, il me faut questionner, soupeser pour finalement décider avec un éventail de possibilités plus ou moins ouverts. Et cela, monsieur Poirot, c'est ce que, dans ma profession, on appelle un diagnostic. Impossible de prononcer sans réfléchir ni être sûr de ce qu'on avance. Connaissiez-vous la victime ? Certainement. Elle et sa famille étaient de ma clientèle. Nous ne sommes que 2 médecins ici, Worrald et moi. Les Reynolds m'ont toujours consulté. Joyce était une fillette robuste, ayant eu les maladies infantiles habituelles. Aucun signe particulier, sinon qu'elle mangeait et parlait trop. Et il se peut que, pour une fois, elle a dû payer de sa vie sa manie de bavarder. C'est donc là la piste que vous avez décidé de suivre pour mener votre enquête ? Elle pourrait expliquer le mobile du crime, non ? Je vous l'accorde, et cependant les raisons de penser autrement ne manquent pas. La mort de Joyce n'a d'ailleurs profité à personne et nul ne haïssait cet enfant. À mon sens, il ne faut plus, à l'heure présente, chercher une explication logique, basée sur le caractère de la victime, mais plutôt ce qui s'est passé dans l'esprit du meurtrier. Un déséquilibré au moment où il tuait. Et qui, dans l'affaire qui nous occupe, répondrait à votre définition ? Vous voulez dire parmi les personnes réunies l'autre soir chez Mrs. Drake ? Oui. Question difficile, car vous ne savez pas encore si l'assassin était parmi les invités ou s'il s'est introduit secrètement dans la maison. J'ai suivi de près le procès d'un garçon de 20 ans qui, arrêté pour un délit quelconque, a avoué un crime commis lorsqu'il n'avait que 12 ans. Les psychiatres se sont penchés sur lui et ont décidé qu'il avait tué sous l'emprise d'une folie passagère. Votre assassin est peut-être du même calibre.
un garçon doux et estimé de ses camarades que la vue d'un ver dans la belle pomme qu'il mordait aura transformé en bête nuisible. Et, personnellement, vous n'avez aucun soupçon. Comment le pourrais-je sans preuve à l'appui ? Cependant, vous admettez bien que, sans meurtrier, le crime n'aurait pas eu lieu. Ces histoires se produisent sans doute dans le genre de roman qu'écrit votre protégée, Mrs. Oliver, mais elles n'obéissent pas à la logique, n'est-ce pas ? Vous n'avez rien qui puisse vous guider dans votre enquête. L'assassin de Joyce était-il parmi les invités ? Les domestiques ? Ou est-il venu de l'extérieur ? Quoi qu'il en soit, il s'est mêlé un moment à l'assistance. Sous les sourcils broussailleux, un éclair de malice brilla dans le regard du médecin. Entre nous, je me trouvais moi-même à cette soirée. Pas longtemps, mais je suis passé pour voir comment se déroulait la fête du potiron. Chapitre 10. Poirot eut un regard appréciateur pour l'imposante façade des Elms avant de sonner et de se laisser conduire par une secrétaire zélée jusqu'au bureau de la directrice. Miss Emmeline, installée derrière sa table de travail, se leva pour accueillir le visiteur. « Ravie de vous rencontrer, monsieur Poirot. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Vous êtes trop aimable, miss. Et ce, par une de mes vieilles amies dont vous vous souvenez peut-être, Miss Bulstrode, ancienne directrice de Meadowbank. Miss Bulstrode est une personnalité difficilement oubliable. Je dois admettre que c'est grâce à elle que Meadowbank jouit de la réputation qui est la sienne à présent. » En soupirant, elle ajouta : « Les méthodes d'éducation ont tendance à changer, mais l'établissement conserve encore ces 3 principes qui l'ont rendu célèbre : distinction, progrès et tradition. Excusez-moi, mais vous êtes sans doute ici pour que nous parlions de Joyce Reynolds. Ce drame ne semble guère à ceux auxquels vous avez l'habitude de vous intéresser. Peut-être connaissez-vous la famille de la victime ? Pas du tout. Je suis venue à la demande d'une amie, Mrs. Oliver, qui se trouvait présente à la soirée tragique. Ces romans sont charmants et j'ai eu, 1 ou 2 fois, le plaisir de rencontrer Mrs. Oliver. Pour en revenir au meurtre de Joyce, il est évident qu'il s'agit d'un crime d'ordre psychopathologique. Ne pensez-vous pas ? Non. À mon sens, nous sommes en présence d'un meurtre qui, comme beaucoup d'autres, a été commis pour un motif bien déterminé. Vraiment ? Qu'est-ce qui vous incite à avancer cette opinion ? Une remarque de Joyce elle-même. Au cours de l'après-midi précédant sa mort, elle a déclaré devant quelques camarades et parents venus poser les décorations qu'elle avait eu l'occasion de surprendre quelqu'un commettant un crime. L'a-t-on cru ? Dans l'ensemble, je ne le pense pas. Cela ne me surprend nullement. Joyce, pardonnez ma franchise, était une élève très médiocre, ni bête ni intelligente. Elle était surtout une menteuse incorrigible, sans pour cela être fourbe, car elle ne cherchait jamais à éviter les châtiments ou reproches que sa conduite lui attirait. Elle se vantait, usant de références qui ne reposaient sur rien. Elle tenait à impressionner ses compagnes. Et, naturellement, depuis longtemps, personne n'ajoutait plus foi à ses racontards. Vous pensez donc qu'elle se glorifiait cette fois encore en prétendant avoir assisté à un meurtre ? Certainement, et Mrs. Oliver étant présente, elle a sans doute imaginé une histoire policière susceptible d'intéresser la romancière. Dans ce cas, il nous faudra abandonner la théorie selon laquelle la mort de Joyce aurait été préméditée.
Après réflexion, Poirot ajouta: Avez-vous le moindre soupçon pouvant nous éclairer sur la personnalité de celui que nous recherchons? Hélas, non. Et pourtant j'estime connaître assez bien ceux de mes élèves qui se trouvaient à la soirée de Mrs. Drake. J'aimerais aborder une autre question concernant un membre de votre personnel qui est mort étranglé il y a 2 ans et demi, Janet White, si je ne me trompe. Elle avait 24 ans et était une émotive. Je me souviens très bien d'elle. Il semblerait que le malheur soit arrivé un soir où elle avait décidé d'entreprendre une promenade solitaire, mais elle aurait pu tout aussi bien convenir d'un rendez-vous secret avec un garçon, car elle était, dans un cercle assez limité, très attrayante aux yeux des jeunes gens. Son assassin n'a jamais été démasqué, bien que la police ait interrogé plusieurs suspects. Je constate, Miss Emmeline, que vous et moi partageons le même principe. Nous n'approuvons pas le crime. La directrice d'école observa un moment son visiteur avant d'avancer. Auriez-vous craint que je pense différemment? Elle demeura un instant plongée dans ses réflexions, et Poirot respecta son silence. Se levant brusquement, Miss Emmeline appuya sur une sonnette. « Je crois qu'il serait bon que vous ayez un entretien avec Miss Whittaker. » Poirot resta seul quelques minutes, puis une femme d'environ 40 ans, aux cheveux roux coupés courts, entra d'une démarche décidée. « Monsieur Poirot ?» demanda-t-elle en venant se planter devant le détective. « Miss Emmeline me dit que je pourrais vous être utile. » « Si Miss Emmeline le pense, je ne doute pas que ce soit la vérité. Je me fie à son jugement. » « Vous connaissez notre directrice depuis longtemps ? » ?»« Seulement depuis cet après-midi. » »« Vous vous êtes fait une opinion rapide sur son compte ? » ?»« Oui, j'espère. Vous confirmerez. Si je ne me trompe, votre présence dans notre pays est un rapport avec la mort de Joyce Reynolds. » »« Parfaitement. » Prenant place sur un siège face à celui du détective, l'institutrice s'enquit. « Que désirez-vous savoir ? » ?»« J'estime inutile de nous attarder à des questions superflues. Il s'est passé quelque chose à la soirée donnée par Mrs. Drake, quelque chose dont il serait bon que je sois mis au courant. Vous êtes d'accord ? » ?»« Oui. »« Vous-même, étiez-vous présente à cette soirée ? » ?»« J'y étais. » Elle réfléchit avant de poursuivre. Une soirée bien organisée, réunissant une trentaine de personnes, si nous comptons les domestiques et aides bénévoles. Avez-vous pris part aux préparatifs qui eurent lieu dans le courant de l'après-midi ? Oui, mais il n'y avait presque rien à faire. Mrs. Drake est capable de tout organiser avec l'appui d'un petit groupe de volontaires. Je ne vous parlerai pas de cette fête du potiron, car je ne doute pas qu'on vous ait déjà renseigné là-dessus. Je tiens plutôt à vous relater un incident dont j'ai été témoin. Je vous écoute, mademoiselle. Miss Whittaker se recueillit un instant avant de commencer. Le programme se déroulait comme prévu et la dernière attraction de la soirée, le Snapdragon, impressionna beaucoup les jeunes qui, réunis en cercle autour du plateau où flambaient les raisins secs imprégnés de cognac, criaient et riaient alors que les mains se tendaient vers les fruits brûlants. L'atmosphère de la pièce était devenue étouffante et je l'abandonnai pour me réfugier un instant dans le hall désert. J'étais sortie depuis peu lorsque je vis Miss Drake apparaître sur le petit palier
qui ouvre sur la salle de bain entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Elle portait un grand vase de feuillage mêlé de fleurs et se tint un moment appuyée à la balustrade, regardant vers le bas, non pas dans ma direction, mais vers la porte de la bibliothèque située dans le mur opposé et légèrement en retrait. Mrs. Drake resta ainsi immobile, le regard fixe, tout en ajustant d'un geste machinal la position du vase, sans doute très lourd, pour pouvoir contourner la balustrade et gagner le rez-de-chaussée en prenant appui de sa main restée libre. Elle avançait avec précaution lorsque, brusquement, elle eut un mouvement de surprise, me sembla-t-il, et relâcha son étreinte autour du vase qui glissa et vint se briser au bas de l'escalier. Comme la narratrice se taisait, Poirot la pressa doucement. « À votre avis, qu'est-ce qui a pu lui causer une telle émotion ?» Plus tard, en y réfléchissant, je me suis dit qu'elle avait dû voir la poignée de la porte tourner ou peut-être apercevoir quelqu'un qui n'aurait pas dû se trouver là, jeter un coup d'œil sur le hall. Vous-même, avez-vous regardé dans la direction où se portaient ses yeux ? Non, tout s'est passé trop vite. Et vous avez la certitude que Miss Drake a vu quelque chose qui l'aurait fait sursauter ? Oui, une porte s'entrouvant ou une personne qu'elle n'attendait pas. Un accident banal, mais qui aura suffi à la distraire une seconde et à causer la chute du vase qu'elle tenait. Vous n'avez pas eu vous-même conscience d'une présence dans votre dos ? Non, mais peut-être qu'en nous découvrant, Miss Drake et moi-même, l'inconnu aura bientôt battu en retraite dans la bibliothèque ? Quoi qu'il en soit, Mrs. Drake a poussé une exclamation de dépit en constatant l'accident et nous nous sommes toutes deux précipitées pour essayer de réparer les dégâts. « Regardez-moi ça, un vrai désastre !» s'est-elle écriée et nous avons repoussé les débris de verre dans un coin, remettant à plus tard le soin de les enlever car les enfants commençaient à sortir de la salle à manger où le jeu du Snapdragon venait de prendre fin. Mrs. Drake n'a fait aucun commentaire, ni parlé de ce qui l'avait émue au point de laisser échapper le vase qu'elle portait ? Non, elle n'a absolument rien dit. Cependant, vous avez bien vu son geste de surprise. Vous supposez, peut-être, que je bâtis toute une histoire autour d'un vase brisé ? Pas du tout. L'air pensif, Poirot précisa. Je n'ai eu l'occasion de rencontrer Mrs. Drake qu'une fois, lorsqu'en compagnie de mon amie, Mrs. Oliver, je suis allée jeter un coup d'œil sur ce que l'on pourrait appeler le théâtre du crime. Lors de notre brève entrevue, Mrs. Drake ne m'a pas donné l'impression d'être une femme qui s'émue facilement. Vous avez parfaitement raison et c'est bien pourquoi j'ai été étonnée de la voir se conduire comme elle l'a fait. Vous ne lui avez pas posé de questions à ce sujet ? Je n'avais aucune raison de l'interroger. Si votre hôtesse a le malheur de laisser échapper son plus beau vase de cristal, il n'est pas dans votre rôle d'invité de demander « Qu'est-ce qui a bien pu vous arriver ?» l'accusant implicitement par là d'une maladresse qui, je vous l'assure, ne correspond pas au caractère de Mrs. Drake. Poirot hocha du chef et l'institutrice poursuivit. Après ce petit drame, la soirée prit fin. Les enfants et leurs parents ou amis se retirèrent et Joyce ne répondit pas à nos appels. Nous savons maintenant qu'elle gisait derrière la porte de la bibliothèque
et nous devons essayer de découvrir qui, un peu plus tôt, aura attendu que le hall fourmille de monde pour effectuer une sortie discrète. J'imagine, Miss Whittaker, que ce n'est qu'après que le corps ait été découvert que vous avez pensé à l'incident survenu dans les escaliers. C'est exact. Se levant, elle conclut. Je crains de n'avoir rien de plus à vous apprendre. Je ne pense pas que ce que je vous ai révélé vous aide dans votre enquête. Il s'agit d'un incident assez inattendu, et tout ce qui est hors de la norme peut s'avérer important. Si cela ne vous ennuie pas, j'aimerais vous poser encore une question, ou plutôt deux. L'institutrice reprit sa place. Je vous écoute, monsieur Poirot. Pouvez-vous vous rappeler dans quel ordre se sont déroulées les attractions de la soirée? Après s'être recueillie un instant, Miss Whittaker annonça. Pour commencer, il y eut le concours des ballets décorés, puis une course au ballon et un jeu de saute-mouton, tous deux destinés à dégourdir les jeunes. Enfin, les filles se rendirent dans une petite pièce pour se livrer au jeu des miroirs. Comment avait-il été préparé? Très simplement. L'imposte de la porte ayant été ouverte, plusieurs visages de garçons devaient y apparaître pour se refléter dans le miroir que tenait chaque joueuse à tour de rôle. Ces dernières reconnurent-elles leur partenaire masculin? Presque toutes, oui, bien qu'un léger maquillage accompagné de barbes postiches, faux nez et autres accessoires ait modifié les physionomies. Ensuite, on passa une course à obstacles et quelques danses précédèrent le goûter. Pour finir, tout le monde se réunit pour admirer le plateau où des raisins secs flambaient. Vous souvenez-vous quand vous avez vu Joyce pour la dernière fois? Je ne saurais le préciser. D'abord, je la connaissais mal. Elle n'était pas de mes élèves. De plus, la jugeant peu intéressante, je ne m'occupais pas d'elle. Je me souviens cependant de l'avoir regardée couper le gâteau de farine, encore un jeu que j'oubliais, car elle s'y prenait avec une telle maladresse qu'elle fut presque tout de suite éliminée. Cela s'est passé assez tôt dans la soirée. Vous n'avez pas remarqué qu'elle ait suivi quelqu'un dans la bibliothèque? Miss Whittaker répondit, choquée. Certainement pas, sinon je vous l'aurais confié dès le début de notre entretien. Passons à un autre sujet, s'il vous plaît. Depuis combien de temps êtes-vous attaché à cette école? Il y aura 6 ans à l'automne prochain. Et vous enseignez? Mathématiques et latin. Vous rappelez-vous de Janet White, qui était ici il y a à peu près 3 ans? Miss Whittaker eut un haut-le-corps. Voyons, monsieur Poirot, ce qui lui est arrivé n'a rien à voir avec l'affaire présente. Qui peut l'affirmer? Excusez-moi, je ne comprends pas. Poirot pensa à part lui que le corps enseignant était moins au courant que les commères du voisinage. Joyce assura, devant des témoins, avoir assisté il y a quelques années à un acte criminel. Pensez-vous qu'elle ait voulu parler du meurtre de Miss White? Janet a été étranglée un soir alors qu'elle regagnait son domicile après ses cours. Était-elle seule? Probablement pas. Miss Ambrose ne l'accompagnait pas? Pourquoi Miss Ambrose? J'aimerais pouvoir lui poser quelques questions. Comment étaient ces jeunes filles?
Sèchement, Miss Whittaker répliqua. Des petites dévergondées, avec des goûts différents. Comment Joyce aurait-elle pu être au courant? Le crime a eu lieu sur un chemin isolé à proximité de Quarrywood, et à l'époque, cet enfant ne devait pas avoir plus de 10 ans. Laquelle des deux jeunes filles avait un amoureux? Tout cela est de l'histoire ancienne. Les vieux péchés projettent de grandes ombres, cita Poirot. On apprend en vieillissant la justesse de ce proverbe. Où se trouve Nora Ambrose à présent? Elle a quitté l'école pour prendre un poste dans le Nord. Le crime l'a naturellement bouleversée. Janet et elle avaient été très amies. La police n'a jamais résolu l'affaire, à ce qu'il paraît. L'institutrice hocha négativement la tête et, consultant sa montre, se leva. « Excusez-moi, je dois retourner à mon cours, maintenant. » Chapitre 11. Hercule Poirot leva les yeux sur la façade de Quarry House, parfait exemple de cette architecture solide et sans grâce qui marqua l'apogée du règne de Victoria. Il imagina facilement ce qu'abriteraient les murs épais, de massifs déserts en acajou, assortis à des tables longues et pesantes, une salle de billard sans doute, une cuisine spacieuse, communiquant avec le lavoir, un carrelage luxueux et des cheminées profondes que l'on avait dû remplacer récemment par le chauffage à l'électricité ou au gaz. À l'étage, des rideaux masquaient les fenêtres. Une vieille femme maigre répondit au coup de sonnette du visiteur et l'informa que le colonel et Mrs. Weston se trouvaient à Londres et ne rentreraient pas avant une semaine. Poirot l'interrogea sur Quarrywood et apprit que les bois étaient ouverts au public, gratuitement. L'entrée, indiquée par un panneau posé sur un vieux portail, se situait à moins de 5 minutes de la maison. Le détective trouva aisément le passage dont on venait de lui parler et s'engagea sur un sentier en pente douce qu'encadraient des arbres et des massifs de rhododendrons. Bientôt, il s'immobilisa en proie à des pensées confuses. Son esprit ne se concentrait pas seulement sur le décor environnant, mais encore sur des remarques, des détails qui, lorsqu'il les avait entendus ou notés, l'avaient poussé à réfléchir furieusement, suivant sa propre expression. Un testament falsifié. Un testament falsifié et une jeune fille, celle-là même à l'avantage de qui le testament avait été falsifié. Un artiste venu dans le pays pour transformer une carrière abandonnée en un jardin de rêve. Poirot embrasa le décor d'un regard appréciateur et hocha la tête avec satisfaction. Rien, dans le paysage étalé à ses pieds, ne rappelait la banale laideur d'une carrière. Ce qu'il voyait à présent, lui, remettait en mémoire un autre décor. Il savait que Mrs. Llewellyn Smith s'était rendue en Irlande et lui-même y avait séjourné quelques années plus tôt, alors qu'il enquêtait sur la disparition de l'argenterie appartenant à une vieille famille. L'affaire présentait certaines singularités qui avaient éveillé sa curiosité et, sa mission accomplie, comme de coutume avec succès, Poirot ajouta cette parenthèse au fil de ses pensées. Il s'était accordé quelques jours de repos afin de visiter les environs. Poirot ne se souvenait plus de l'emplacement exact du jardin qu'il était allé visiter. Il se rappelait seulement qu'il se situait du côté de Cork et de Bantry Bay.
Ce jardin était resté gravé dans sa mémoire parce qu'il ne ressemblait en rien aux arrangements classiques qui avaient sa préférence. Les jardins à la française, la beauté classique de Versailles. Il se rappelait avoir pris le bateau avec un groupe d'estivants et les bateliers avaient dû le hisser à bord tant cet endroit s'avérait pour lui impossible. Ils avaient ramé vers une petite île, tout à fait banale, de l'avis de Poirot qui regrettait déjà de participer à l'expédition. Ses chaussures de ville prenaient l'eau et le vent se jouait de l'épaisseur de son imperméable. Quelle beauté! Quelle construction esthétique aurait pu abriter cette île rocailleuse? Le bateau ayant touché le petit embarcadère, les bateliers avaient à nouveau aidé Poirot à enjamber la coque, tandis que les autres touristes s'éloignaient en groupe joyeux. Après avoir rajusté son imperméable et relacé ses chaussures, Poirot s'était lancé sur leurs traces, le long d'un sentier en pente raide, parmi des buissons et des arbustes tout à fait communs. Il éprouvait une déception qui allait grandissant au fur et à mesure qu'il progressait. Et puis, brusquement, la végétation s'était amenuisée pour découvrir une clairière formée d'une terrasse en escalier qui dominait ce qui, à première vue, pouvait passer pour un décor irréel. C'était comme si les génies primitifs inspirant les poètes irlandais étaient brusquement sortis de leur montagne pour créer là, non à la force de peine et de travail, mais, par magie, un jardin enchanteur. Les fleurs, les buissons, la fontaine qui rendait un son cristallin, tout ravissait l'œil du visiteur mal préparé à un tel spectacle. Le terrain semblait s'être affaissé naturellement et était dominé par des touffes d'arbustes qui abritaient la terrasse des eaux de la baie dont les brumes encapuchonnaient les collines environnantes. Le détective estimait que ce jardin avait dû éveiller chez Mrs. Llewellyn Smith le désir de posséder une pareille merveille, choisissant tout particulièrement de l'implanter sur l'emplacement d'une carrière au milieu d'un décor conventionnel. Elle s'était donc mise en quête de l'artiste capable de réaliser son rêve et avait trouvé en Michael Garfield l'oiseau rare qui, moyennant sans doute une grosse rétribution, accepta de se plier à ses désirs. Le paysagiste, jugea Poirot en regardant autour de lui, n'avait pas manqué de ses engagements envers sa cliente. Le détective alla s'asseoir sur un banc et essaya d'imaginer le jardin à l'approche du printemps. Les jeunes êtres et les troncs argentés des bouleaux, les buissons de roses, les petits genévriers, même pour cette saison automnale, tout avait été prévu. L'or et le rouge des érables, un ou deux parotias. Plus loin, un étroit sentier menant à de nouvelles découvertes, l'explorateur ravi. Il remarqua aussi des massifs d'ajoncs, à moins que ce ne fût des genêts d'Espagne. Poirot n'était pas très fort en botanique. Seules les roses et les tulipes lui étaient familières, parce que ses fleurs préférées. Mais tout ce qui était réuni là donnait l'impression d'être venu s'y grouper tout naturellement, sans qu'une main habile ait cherché à discipliner, à forcer la pousse des plantes. Pourtant, se murmurait Poirot, tout a été arrangé, planté avec minutie, aussi bien cette minuscule touffe de verdure qui s'étire au pied du banc que le large massif aux branchages majestueux s'élevant au centre du jardin. De là, Poirot s'interrogea pour savoir à qui plantes et fleurs avaient obéi. À Mrs. Llewellyn Smith ou à Michael Garfield? Ce détail comptait.
il en avait la certitude. Mrs. Llewellyn Smith, une dame sans doute bien informée, connaissait le jardinage et s'y intéressant au point d'aller visiter les expositions et de lire tous les catalogues. Elle avait dû établir minutieusement son choix et s'assurer de la réussite de son projet. Cela avait-il suffi? Poirot ne le pensait pas. La lady avait pu donner ses ordres au paysagiste et s'assurer qu'il se conformerait à ses désirs, mais dans le même temps, avait-elle su, sans l'ombre d'un doute, si le résultat obtenu correspondrait exactement à l'idéal qu'elle avait imaginé? Or, Michael Garfield avait compris ce que sa cliente attendait de lui, et il avait réussi à transformer cette carrière désolée en un oasis. En Angleterre, remarqua Poirot à haute voix, les gens vous emmènent contempler leurs roses. Ils se lancent dans des explications interminables touchant leur iris et vous proposent une promenade sous le soleil à l'époque où les hêtres abritent sous leur feuillage léger une foule de campanules. Un très beau spectacle, sans doute, mais je préfère à cela... Il se tut et revit en pensée ce qu'il préférait. Une promenade sur les sentiers du Devon. Un chemin tortueux, flanqué de part et d'autre de hauts talus couverts de roses trémières, si pâles, si légèrement teintées de jaune et répandant ce parfum insaisissable qu'elles ne dégagent que lorsqu'elles sont en grande quantité et qui se résument, mieux que ne pourrait le faire toute autre plante, l'odeur du printemps. Poirot en vint à se demander à quoi ressemblaient les occupants actuels de Carey House. Il avait retenu leur nom, un colonel en retraite et sa femme, mais Spencer ne lui avait rien révélé d'autre sur leur compte. Il eut le sentiment que ces gens-là n'étaient pas attachés à leur propriété, comme l'avait été la vieille dame. Le détective se leva et suivit le sentier à pas lents. Le sol bien aplani permettait à une personne âgée d'aller et venir sans risquer de buter ou de se fatiguer dans des montées et des descentes continuelles. Des bancs d'aspect rustique, bien que très confortables, avaient été placés à intervalles réguliers de façon à faire profiter au maximum du décor. Poirot savoit que si Michael Garfield habitait toujours le bungalow ou le cottage construit pour lui, il aurait grand plaisir à le rencontrer. Il interrompit brusquement le cours de ses pensées et son œil se fixa, au-delà d'un creux que contournait le chemin, sur des branchages roux qui dissimulaient en partie ce qu'il prit d'abord pour un effet de lumière dans les feuillages. Poirot réalisa soudain que c'était un jeune homme qu'il apercevait parmi les branchages au ton changeant, un jeune homme d'une beauté exceptionnelle. Poirot contourna la dépression. Alors qu'il achevait de parcourir le demi-cercle formé par le sentier, le jeune homme sortit de derrière son rideau de branchages et s'avança à sa rencontre. Sa jeunesse semblait être ce qui le caractérisait le mieux, et cependant, alors qu'il approchait, Poirot constata qu'il n'était pas particulièrement jeune. Il devait avoir entre 30 et 40 ans. Sur ses lèvres errait un vague sourire de reconnaissance plutôt que de bienvenue. Grand et mince, il avait des yeux à l'éclat velouté et ses cheveux noirs lui emprisonnaient la tête à la manière d'un casque moyenâgeux. Lorsque Poirot parvint à la hauteur du jeune homme, il déclara à haute voix : « Veuillez m'excuser si j'empiète sur une propriété privée. Je suis étranger dans le pays où je ne me trouve que depuis hier. » « Il n'est pas nécessaire de vous excuser. » La voix était claire,
mais le ton poli cachait une indifférence totale. Bien que cet endroit ne soit pas ouvert au public, les gens viennent s'y promener. Le colonel et sa femme ne s'en offusquent pas aussi longtemps que les passants ne commettent pas de dégâts. D'ailleurs, ils n'en ont jamais fait. Je n'ai pas remarqué, en effet, la moindre trace de vandalisme. Pas de papier non plus, ni de corbeille destinée à les recevoir. C'est plutôt inhabituel, non? L'endroit est désert, alors qu'on s'attendrait à y rencontrer nombre de couples d'amoureux. Les amoureux ne viennent pas se promener par ici. Il paraît que le jardin porte malheur. Je n'en veux rien croire. Oh, pardonnez-moi. Je m'appelle Hercule Poirot. Michael Garfield. Je m'en doutais. Vous êtes l'auteur de cette merveille. En effet. Je ne vous cacherai pas mon étonnement de voir un tel enchantement dans ce que je nommerais en toute franchise un paysage bien médiocre. Tous mes compliments. Ce que vous avez réussi là doit vous procurer une grande satisfaction. Est-on jamais complètement satisfait? Vous avez créé ce jardin pour une Mrs. Llewellyn Smith, à ce qu'il paraît. On m'a dit aussi que sa maison est habitée depuis sa mort par un certain colonel Weston et sa femme. Sont-ils les nouveaux propriétaires? Parfaitement. Ils ont d'ailleurs eu la propriété à un prix dérisoire. La maison est très grande, assez laide et difficile à entretenir. À l'heure actuelle, les gens ne veulent plus s'encombrer de pareilles casernes. Mrs. Llewellyn Smith me l'avait laissé par testament. Et vous l'avez vendu? Oui, mais pas le jardin. Le jardin aussi, par-dessus le marché, pour ainsi dire. Pourquoi donc? Excusez ma curiosité. Vos questions changent un peu de celles qu'on a coutume d'entendre. Je ne questionne pas pour découvrir des faits, mais plutôt pour trouver des raisons. Par exemple, pourquoi A a-t-il agi de cette façon et pas de celle-là? Pourquoi B prend-il une attitude contraire? Et pour quel motif C se comporte-t-il d'une manière qui ne ressemble en rien à celle de A et de B? Vous devriez parler à un biologiste. C'est une question d'évolution ou de chromosomes, à ce qu'il me semble. Vous venez de dire que vous n'étiez pas entièrement satisfait parce qu'il est impossible de l'être vraiment. Votre cliente l'était-elle, elle, du résultat obtenu ici? Jusqu'à un certain point, oui. En tout cas, vous avez créé ici quelque chose de très beau, en ajoutant l'imagination à la science. Tous mes compliments. Acceptez le tribut d'admiration d'un vieil homme qui approche de l'heure où son propre travail touche à sa fin. Mais qui, pour le moment, continue. Vous savez donc qui je suis. Poirot en fut indubitablement flatté. Il aimait à être reconnu dans un monde où l'on tendait de plus en plus à ignorer son identité. Vous suivez la piste ensanglantée. Dans une petite communauté comme la nôtre, les nouvelles circulent vite. C'est un autre personnage familier du succès qui vous a amené jusqu'à nous. Vous faites sans doute allusion à Mrs. Oliver. Ariadne Oliver, auteure à gros tirage. Les reporters se ruent chez elle pour l'interviewer sur des sujets tels que l'agitation chez les étudiants, le socialisme, la tenue vestimentaire des filles modernes, les rapports entre couples non mariés et bien d'autres choses qui ne la regardent en aucune façon. Oui, en effet. Et à mon avis, tout cela est déplorable.
Je constate cependant qu'ils n'apprennent pas grand-chose d'elle, sinon qu'elle aime les pommes. D'ailleurs, ce détail est connu du public depuis au moins 20 ans et, néanmoins, elle continue à le divulguer avec la même sérénité. Je crains pour elle qu'elle n'aime plus tellement les pommes, désormais. C'est à cause d'une histoire de pommes que vous êtes ici, n'est-ce pas? Oui, des pommes à la fête du potiron. Vous étiez présent à cette soirée? Non. Vous avez de la chance. De la chance? Michael Garfield répéta les mots d'un ton étonné. Compter au nombre des invités d'une soirée où un crime a été commis n'a rien d'agréable. On vous demande votre emploi du temps, des dates, on vous pose un tas de questions indiscrètes. Vous connaissiez la fillette? Certainement. Les Reynolds sont connus de tous dans le pays. Je suis d'ailleurs en excellent terme avec les habitants de la région. À Woodley Common, chacun est plus ou moins intime ou ami avec ses voisins. Comment était-elle, cette Joyce? Insignifiante. Elle possédait un timbre de voix très désagréable, criard. Ma foi, c'est à peu près tout ce dont je me souviens sur son compte. Je n'aime pas les enfants. Ils m'ennuient. Joyce m'ennuyait. Lorsqu'elle parlait, ce n'était que d'elle-même. En bref, pas intéressante. La question parut surprendre le paysagiste. Je ne le pense pas. Aurait-elle dû l'être? À mon avis, les personnes sans intérêt courent rarement le risque d'être assassinées. Les meurtriers tuent par amour, par convoitise ou par peur. On a le choix, mais il faut un point de départ. Jetant un coup d'œil à sa montre, il déclara: « Excusez-moi, je dois me remettre en route, car on m'attend. Encore tous mes compliments. » Il reprit sa promenade, avançant avec précaution. Pour une fois, il se félicitait de ne pas porter ses souliers vernis trop étroits. Michael Garfield n'était pas la seule personne qu'il devait rencontrer dans le jardin. Alors qu'il parvenait au bout du chemin qui se divisait en 3 sentiers, il vit, à quelques pas de lui, une fillette assise sur un tronc d'arbre renversé. À son approche, elle se leva. « Vous êtes sans doute monsieur Hercule Poirot ?» Sa voix avait un ton cristallin qui s'harmonisait avec sa taille menue et son apparence fragilité. Quelque chose en elle évoquait